Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est pour moi un grand plaisir d'être de retour ici au Centre spatial guyanais, tout juste un mois après notre dernier lancement réussi de Soyouz pour la mission O3B. Grâce à la fiabilité de notre lanceur Ariane 5 CA, nous lancerons ce soir 2 satellites sur orbite géostationnaire. AlphaSat pour le compte d'Inmarsat et InSat 3D pour le compte de l'agence spatiale indienne ISRO. La masse totale de la charge utile que notre lanceur va mettre en orbite ce soir est de près de 10 tonnes et nous disposerons d'une fenêtre de lancement d'1 heure et 18 minutes pour accomplir cette mission. Pour répondre à la demande particulière de nos clients, Ariane 5 sera en mesure d'atteindre une inclinaison de 3,5 degrés afin d'allonger la durée de vie de ces 2 passagers. J'aimerais ce soir remercier Inmarsat d'avoir donné à Ariane Espace l'occasion de lancer le plus gros satellite de télécommunications jamais construit en Europe et au passage, le plus gros satellite jamais lancé en position haute par une Ariane 5. Conclu entre Inmarsat et l'ESA, AlphaSat est un exemple parfait de partenariat public-privé dans le secteur spatial et sera le 8e satellite lancé par Ariane Espace pour le compte d'Inmarsat. Il fournira des services de téléphonie et de transmission de données mobiles pour les régions d'Europe, Moyen-Orient et Afrique. J'adresse également mes remerciements chaleureux à l'ISRO, l'agence spatiale indienne, pour avoir fait une fois encore confiance à Ariane Espace pour le lancement de son satellite InSat 3D. InSat 3D est le 16e satellite mis en orbite par Ariane Espace. Il s'inscrit dans la longue liste des satellites qui ont entretenu le partenariat entre Ariane Espace et l'ISRO depuis 30 ans. Cette relation de confiance a en effet commencé en juin 1981 avec le lancement d'Apple sur une Ariane 1. InSat 3D est un satellite de prévision météorologique qui permettra également à l'Inde de gérer des situations d'urgence climatique. Notre 70e Ariane 5 est maintenant prête à partir. Et maintenant, mesdames et messieurs, que le spectacle commence. Bonjour à tous, bonjour Henri. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Voilà, nous sommes en direct depuis le port spatial de l'Europe, 70e lancement d'une Ariane 5 avec un décollage, vous le voyez, dans un peu plus de 11 minutes 30. Nous allons assister ensemble au 3e lancement de l'année pour Ariane 5 et nous suivrons le vol jusqu'à la libération des 2 passagers. Alors nous allons tout d'abord vous présenter le lanceur en images avec les 2 boosters, les 2 étages à propergol solide qui emportent avec eux 240 tonnes chacun. Ensuite, nous avons l'étage principal cryotechnique avec 25 tonnes d'hydrogène liquide et 150 tonnes d'oxygène liquide. Au-dessus, eh bien, c'est l'étage supérieur, cryo, lui également avec son moteur HM7B qui fonctionne avec des ergols cryotechniques. Et tout en haut, la coiffe qui abrite les 2 satellites. Justement, nous allons découvrir en image ce qui se passe sous cette coiffe. Eh bien oui, tout en haut, sous coiffe, il y a nos 2 passagers. Ces 2 passagers, eh bien, il y a le satellite d'abord en position haute, c'est AlphaSat, qui pèse 6 tonnes 648 kilos. Ce satellite offrira des services de transmission voix-données à travers l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient. Et sous le SILDA, le satellite en position basse, qui est InSat 3D, qui pèse, lui, 2061 kg, dédié à la prévision météorologique et doté de fonctions de repérage et de sauvetage. Voilà, nos 2 passagers sont bien là, sous coiffe, tandis qu'à Jupiter, eh bien, il y a comme d'habitude la cellule de vol qui comprend ce soir Stéphane Israël, Louis Laurent, Patrick Loire et Édouard Pérez. Le H0 est prévu à 16h54 en Guyane, soit 21h54 heure de Paris. La durée de la fenêtre lancement est aujourd'hui de 1h17 minutes et donc jusqu'à 18h11 heure Guyane. AlphaSat, c'est le 8e satellite lancé par Ariane Espace pour Inmarsat. Nous allons tout de suite écouter Pierre-Yves Bertin, le chef de projet.
Conçu pour offrir des services de télécommunications mobiles, AlphaSat se compose d'un grand réflecteur en forme de parapluie permettant de renvoyer des faisceaux RF en des points très précis sur la surface de la Terre. Cette technologie permet d'optimiser les capacités du satellite à tout moment et de rediriger les faisceaux afin de suivre les déplacements des utilisateurs. AlphaSat est basé sur une plateforme Alphabus construite par Astrium et TAS avec le soutien de l'ESA et du CNES. Sa masse est de 6,6 tonnes pour une capacité de plateforme de 9 tonnes. Au cours des dernières années, Arianespace a fourni à Inmarsat les résultats d'analyse et les tests, démontrant la capacité du lanceur Ariane 5 à accomplir sa mission, et la campagne de lancement des dernières semaines s'est déroulée comme prévu. AlphaSat va rejoindre les 3 autres satellites déjà en orbite. Les nouvelles technologies embarquées, développées avec le soutien de l'Agence spatiale britannique, vont permettre à Inmarsat d'augmenter ses capacités en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. Et c'est avec grande fierté qu'Arianespace va assurer ce lancement ce soir. Le spatial est souvent au service des populations à travers le monde. La preuve, nos 2 passagers d'aujourd'hui embarquent avec eux des applications de protection, de prévention et de gestion des urgences humanitaires. Oui, l'espace, bien sûr, est au service de la Terre et au service des hommes qui vivent dessus. Nous retrouvons tout de suite Luca Chiecchio, chef de projet pour INSAT 3D. Pour le lancement d'aujourd'hui, INSAT 3D sera le passager en position basse sous le SILDA. INSAT 3D est un satellite d'observation météorologique construit et utilisé par l'agence spatiale indienne, l'ISRO. Construit sur une plateforme I2K de l'ISRO, ce satellite sera un atout important pour l'Inde en fournissant un système d'alerte pour les ouragans et des services de recherche et secours. Ce sera le 16e satellite lancé par Arianespace pour ISRO depuis 32 ans. Apple était le premier satellite, lancé en 1981. Cette relation qui dure dans le temps nous a permis de mettre en place une très étroite et profitable collaboration basée sur le respect et la compréhension mutuelle. Collaboration qui nous permet d'ajuster nos services afin de répondre de façon précise et appropriée aux besoins de l'ISRO. Par ailleurs, GSAT-7, le prochain satellite que nous lancerons pour l'ISRO, est arrivé à Kourou le 12 juillet et est en cours de préparation pour le prochain lancement. Je voudrais remercier les équipes ISRO ici à Kourou, à Bangalore et à Hassan. Grâce à leurs compétences et leur esprit d'équipe, nous avons pu préparer efficacement ce lancement. Le chef de mission est Ignacio Gori, le DDO Frédéric Adragna. Tout est vert sur le panneau des verts. Lanceur, satellite, base de lancement, télémesure, météo. Cela autorise le démarrage de la séquence synchronisée. Eh bien oui, la séquence synchronisée, une séquence entièrement automatique. On va écouter... H0 moins 7 minutes. Voilà, Frédéric Adragna l'a lancé. La séquence synchronisée se déroule avec d'une part le calculateur dédié aux opérations fluides. Ce calculateur, eh bien, il est en train à l'heure actuelle de finaliser la pressurisation des réservoirs hydrogène et oxygène liquide aux valeurs de vol. Cela aussi bien pour l'étage principal, Cryo, le PC, que pour l'étage supérieur, le SCA. Et d'autre part, le calculateur dédié aux opérations électriques, il est en train d'effectuer les dernières vérifications qui vont conduire à la commutation électrique sol-bord à H0 moins 1 minute. Eh bien oui, il y a des milliers d'opérations qui se déroulent en ce moment sur le lanceur. Ces calculateurs sont extrêmement puissants et tout de suite, on va retrouver un reportage sur la campagne de lancement, donc un reportage qui nous résume 1 mois et demi d'activité menée en vue du lancement de ce soir. Arrivés par bateau, les conteneurs transportant les étages d'Ariane 5 sont acheminés vers le bâtiment d'intégration lanceur. Le 24 avril, l'étage principal cryotechnique est érigé. Puis, les étages d'accélération à poudre arrivent au BIL pour être intégrés sur le PC. Ensuite, l'étage supérieur cryotechnique et la case à équipement sont positionnés. Un contrôle de synthèse est effectué pour vérifier l'état opérationnel du composite bas ainsi assemblé. Puis le lanceur se déplace jusqu'au bâtiment d'assemblage final, le BAF, où il retrouvera ses 2 passagers. De leur côté, AlphaSat et INSAT 3D ont été préparés dans 2 bâtiments dédiés. On vérifie leur bon fonctionnement avec de nombreux tests, notamment les liaisons filaires sol-bord et le déploiement des panneaux solaires. Enfin, dernière opération de cette phase, on procède au remplissage de leur réservoir. Les satellites rejoignent ensuite le lanceur au bâtiment d'assemblage final pour être positionnés sous la coiffe. C'est d'abord INSAT 3D qui est installé en position basse. De son côté, AlphaSat est intégré sur le SILDA dans le hall d'encapsulation. La coiffe vient recouvrir cet ensemble. C'est ce composite supérieur qui est à son tour transféré sur le lanceur en position haute, juste au-dessus d'INSAT 3D. C'est à J-1
que le lanceur posé sur la table de lancement est tracté jusqu'à son pas de tir. Le directeur de mission AlphaSat, c'est Jin Jilg. AlphaSat, c'est donc le plus gros satellite de télécommunications construit par l'Europe. Astrium et Thales Alenia Space ont collaboré à la fabrication de la plateforme AlphaBus dans le cadre d'un projet CNES-ESA. Et oui, ça nous y reviendrons bien sûr. Côté INSAT 3D, c'est le 16e satellite indien lancé par Arianespace. Et sur le prochain lancement, soit dans un mois environ, eh bien, il y aura encore un satellite indien. Et celui-là s'appellera GSAT-7. Le directeur de mission INSAT 3D, c'est SC Rastogi. L'agence spatiale indienne est l'un des plus anciens clients d'Arianespace. Premier lancement depuis la Guyane en 1981 sur L03. C'est donc une coopération de plus de 30 ans. Oui, et INSAT 3D, le satellite de ce soir, eh bien, c'est un satellite de prévention, d'aide aux populations. Il sera activé lors de la saison des cyclones et il permettra de relayer les messages d'urgence du programme Search and Rescue, soit en bon français, localiser et secourir. Dans un instant, nous allons partir en images près des hommes et des femmes qui sont les plus proches du lanceur à l'heure actuelle. Nous allons partir au CDL3, le centre de lancement numéro 3. Au CDL3, avec 3 équipes d'ingénieurs. La première équipe qui travaille sous l'autorité du chef des opérations d'ensemble de lancement, le COEL, qui est aujourd'hui Christian Lardot. La deuxième équipe, eh bien, elle est dirigée par le CEPAP, chef de projet Ariane Production, et c'est Pierre Destin pour ce vol. Et la troisième équipe, responsable de la qualité du lanceur en production, RQLP, avec Sébastien Gasparini. Je profite au passage de faire un petit clin d'œil à Claude Benito, qui participe à sa dernière campagne dans cette équipe qualité, après plus de 25 ans de bons et loyaux services au CSG. Salut à lui. Les 150 opérateurs qui travaillent en ce moment au CDL3, eh bien, ils seront bien protégés. En effet, il vaut mieux, ce sont les hommes et les femmes qui se trouvent à environ 3 km du pas de tir. Ils opèrent à l'intérieur d'un bâtiment blindé. Avant le H0, le bâtiment est également rendu étanche et il fonctionne sur un mode d'air recyclé. Bref, les opérateurs sont en sécurité dans leur bulle au CDL3. Et oui, on les laisse travailler, tandis que on aperçoit sur les plans du lanceur les bras cryotechniques, c'est cette structure métallique horizontale de couleur jaune qui permet d'alimenter l'étage supérieur en ergol cryo. On réalise les compléments de plein jusqu'à H0 moins 6 minutes 30, car l'oxygène liquide à moins 180 degrés et l'hydrogène liquide à moins 253 degrés se réchauffent progressivement et une partie s'évapore sous forme gazeuse. Et oui, bien sûr, vous le voyez très bien, cette structure jaune. Et là, sur le plan serré, eh bien, en gros plan, les plaques à clapet qui réalisent l'interface avec le lanceur. Ces plaques à clapet vont être retirées avec les bras cryo qui vont se rétracter du lanceur. Ce sera 5 secondes environ avant l'allumage du moteur Vulcain. Donc c'est le signal d'un départ et d'un décollage imminent. Il faut préciser, Henri, qu'à H0, c'est seulement le moteur Vulcain qui s'allume. Mais c'est à plus 7 secondes avec l'allumage des EAP que le décollage intervient. Il est temps maintenant de saluer tous ceux qui sont avec nous en direct, notamment en Guyane, et aussi les nombreux sites en métropole qui diffusent notre direct, comme le planétarium de la Coupole à Saint-Omer. Bonsoir également aux industriels associés, Astrium Lanceur au Mureau, Héraclès en Gironde, la SNECMA à Vernon, le CNES et l'ESA à Paris et Arianespace à Évry, bien évidemment. On écoute le lancement de la dernière minute. H0 moins 1 minute. Saluons nos clients Inmarsat qui nous suivent à Londres et un peu partout dans le monde et nos clients indiens qui nous reçoivent à Bangalore. Et puis bien sûr tous les internautes qui nous suivent dans le monde entier sur arianespace.com ou sur arianespace.tv. Je tiens à préciser que pour le dernier lancement, il y avait 80 000 personnes qui étaient en direct avec nous. Moralité, la communauté Arianespace s'agrandit. On va se taire, vous laissez profiter de ce magnifique spectacle. Nous revenons dans quelques instants. À tout à l'heure. À tous de DDO, attention pour le décompte final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, unité, top, allumage Vulcain. Allumage EAP, décollage.
paramètres à bord sont nominaux. Eh bien ça y est, vous l'avez vu comme nous, Ariane 5 s'est envolée avec toute sa force, toute sa puissance, toute sa rapidité. Elle a décollé, elle va continuer à accélérer jusqu'à l'arrêt du moteur de l'étage supérieur qui marquera le début de la phase balistique. 1300 tonnes de poussée. Ariane 5 a déjà dépassé Mach 1 car le lanceur atteint la vitesse du son Mach 1 en seulement 40 secondes. Et oui, et en une minute, Ariane dépasse les 12 km d'altitude. En 2 minutes, le lanceur sera à plus de 50 km d'altitude et en 3 minutes, il aura atteint 100 km. 100 km, c'est justement la limite symbolique de l'atmosphère, puisqu'au-delà, on considère que c'est le vide spatial qui commence. La poussée fulgurante, eh bien, elle est due surtout aux 2 étages à poudre. 90% de la puissance du lanceur est due à ces 2 boosters. Ils sont réalisés en Guyane française dans les usines de Régulus et d'Europropulsion. Les EAP d'une hauteur de 31 mètres, ils consomment chacun 2 tonnes de poudre par seconde. En 2 minutes environ, la totalité des 240 tonnes de poudre auront été brûlées. Il faudra ensuite se séparer de leur masse à vide. Très très belles images, là on arrive à suivre le lanceur, malheureusement ça va être de plus en plus dans un nuage, j'ai l'impression, mais non, on continue à le voir. À Jupiter en tout cas, évidemment, il y a la courbe de vol qui affiche en temps réel la trajectoire d'Ariane 5, on y revient. Mais bientôt, vous le disiez, la poudre va être épuisée, le lanceur va se délester de ces 2 étages d'accélération à poudre vide, leur masse à vide, chacun 36 tonnes, nous sommes à près de 2 km par seconde en ce qui concerne la vitesse. Séparation des étages Pour éviter d'accélération toute à poudre. collision, les propulseurs vides s'écartent du corps central du lanceur grâce à 8 fusées d'éloignement. Et on le voit en direct, c'est assez rare sur ces images, car c'est un vol de jour véritablement. Et on arrive à suivre ces 3 points lumineux, les 2 boosters qui se sont séparés du lanceur, qui continue lui sa route. On va dire que tout de suite, la prochaine étape, c'est le largage de la coiffe. Oui, la prochaine étape, avec le largage de la coiffe, en début de vol, cette coiffe aérodynamique protège les satellites de la pollution, des vibrations acoustiques et de l'échauffement. Mais vous le disiez tout à l'heure, Henri, au-delà de 100 km d'altitude, eh bien, on se retrouve quasiment dans le vide, donc il n'y a plus de frottement, plus de vibrations et donc plus aucun risque pour nos 2 passagers, pour nos 2 satellites, et on va pouvoir se débarrasser de la coiffe, cette coiffe qui va être larguée à environ, selon le plan de vol, 107 km d'altitude. Oui, la coiffe se sépare en 2 sous l'action d'un cordon pyrotechnique. Les 2 demi-coiffes retombent dans le vide et comme elles sont très légères, elles battent un peu comme des ailes. C'est ce qu'on appelle la respiration de la coiffe. On l'a vu très rapidement ici sur ces images 3D qui sont complètement fidèles au programme de bord. 2 tonnes 4 de moins sur le lanceur et pour ces 17 mètres de hauteur, eh bien, cette coiffe est une structure extrêmement légère fabriquée en Suisse par Ruag Space car pour minimiser les vibrations, eh bien, c'est une structure sandwich dite nid d'abeille en aluminium et fibre de carbone. Côté satellite, AlphaSat représente bien le savoir-faire de l'industrie spatiale européenne puisqu'il implique entre autres l'ESA et les agences spatiales françaises et anglaises. Rappelons que la société Inmarsat, eh bien, qui opérera AlphaSat, elle a réussi véritablement à s'imposer sur le marché international des télécommunications mobiles et maritimes. Et nous allons découvrir tout cela dans le film qui suit, un film qui nous présente AlphaSat et Inmarsat, son opérateur. Rappel tout de suite pour ceux qui nous prendraient en cours de route, nous suivons en direct le vol 214 d'Ariane 5. Pour nous, Inmarsat, ce lancement d'AlphaSat est un grand jour. C'est une véritable collaboration et ce partenariat public-privé constitue un jalon important dans l'industrie européenne de l'aérospatiale. J'ai la conviction que ce programme AlphaSat apporte la preuve vivante de tout ce que l'Europe peut réaliser dans le secteur très concurrentiel des services et solutions sur le marché international de l'aérospatiale. Avec le soutien de nos principaux partenaires, et en particulier l'Agence spatiale européenne, Astrium, l'Agence spatiale britannique, la Banque d'investissement européenne et 3 agences de développement britanniques, nous avons ensemble financé, conçu et construit le plus gros satellite commercial, le plus sophistiqué et le plus complexe jamais réalisé en Europe. Et sans doute le plus gros satellite de communication mobile jamais construit au monde.
En tant que premier fournisseur mondial de services de télécommunications mobiles, Inmarsat possède et exploite une flotte de 9 satellites en orbite géostationnaire. Tous les jours, ces satellites évoluant à quelques 36 000 km au-dessus de l'équateur fournissent des services de téléphonie et de données d'importance vitale aux gouvernements et entreprises commerciales à travers 6 continents. Nos services de connectivité mobile mondiaux nous aident à sécuriser l'espace terrestre, maritime et aérien. Lorsqu'un bateau est en difficulté, c'est naturellement vers Inmarsat qu'il se tourne en tant qu'unique système mondial de détresse et de sécurité en mer. En cas de catastrophe sur Terre, Inmarsat intervient immédiatement avec ses équipes et a prouvé en maintes occasions toute la fiabilité et la résilience de ses services en temps de crise. La flotte d'Inmarsat 4, qui accueillera bientôt AlphaSat, garantit aux chaînes de télévision qu'elles pourront diffuser des informations en direct, même à partir des sites les plus distants. Cette même flotte va ouvrir de nouvelles opportunités de croissance économique dans les régions en voie de développement, en permettant le déploiement de télécommunications mobiles ADSL rapides, fiables et sécurisées dans des zones où les réseaux de communication terrestres ne sont pas disponibles, de l'Amazonie au désert de l'Afrique australe. Les gouvernements du monde entier sont aussi clients d'Inmarsat. Que ce soit pour aider les forces de maintien de la paix dans des régions éloignées ou pour assurer la sécurité aux frontières, nos services continuent d'être très demandés. La répartition géographique des clients d'Inmarsat est encore une preuve de la réputation inégalée que nous nous sommes forgés au cours des 30 dernières années grâce à notre innovation, notre fiabilité et notre qualité de service. AlphaSat nous permet de franchir un nouveau cap dans notre stratégie pour un monde toujours mieux connecté. Pour nous, l'objectif d'AlphaSat est très simple, améliorer la capacité et assurer encore mieux la redondance que nous pouvons proposer sur notre réseau mondial Inmarsat 4 en bande L. Ce nouveau venu dans notre flotte va nous permettre de desservir les réseaux de télécommunications déjà très chargés en Europe et ceux du Moyen-Orient et d'Afrique. Mais nous ne comptons pas limiter nos efforts à monter en régime au seul niveau de la capacité. Nous développons de nouveaux services pour tirer le meilleur parti de la puissance de traitement sans précédent qui est désormais à notre disposition sur AlphaSat grâce au nouveau potentiel de la charge utile développé et construit par notre partenaire industriel Astrium. Pour une grande part, ces extraordinaires innovations ont été élaborées au Royaume-Uni. C'est le fruit d'années de planification méticuleuse par notre équipe d'ingénieurs de classe mondiale. Une fois qu'Ariane 5 aura placé le satellite sur orbite, l'équipe Inmarsat devra alors le faire évoluer dans l'espace, tester ses systèmes et au cours des semaines à venir, s'assurer que l'engin est prêt à fournir des services de communication vitaux. Comme je vous le disais, c'est pour nous un grand moment et outre nos partenaires, j'aimerais rendre hommage aux nombreux employés d'Inmarsat qui ont su faire de ce lancement une réalité. On arrive à la fin de la phase EPC. L'étage principal cryotechnique Ariane 5 avait embarqué dans ses réservoirs 150 tonnes d'oxygène liquide et 25 tonnes d'hydrogène. Oui, des ergols fabriqués en Guyane par Air Liquide Spatial Guyane dans ses usines donc à proximité des ELA. L'étage principal va bientôt s'arrêter. On va perdre 14 tonnes, ce qui correspond à la masse à vide de l'étage principal. Eh bien oui, et quand on va enregistrer cette séparation, eh bien, on pourra dire que la masse du lanceur ne représentera plus que 3% de sa masse initiale. Sacrée cure d'amaigrissement. Donc dans quelques instants, la séparation de l'étage principal cryo et subséquemment de l'étage principal cryotechnique. Voilà, c'est annoncé et tout de suite, vous le voyez sur ces images, eh bien c'est l'allumage absolument de l'étage supérieur, le HM7B. Le moteur HM7B de l'ESCA va fonctionner durant 16 minutes environ. On aura alors terminé la phase propulsée de cette mission. Voilà, acquisition, on l'a dit, par la station de Natal, je crois, puisque le lanceur est suivi tout au long de son trajet par des stations au sol. Notre passager en position haute, eh bien, c'est AlphaSat. Il est devant vos yeux, il est posé sur le SILDA. Le reportage à venir va nous présenter justement ce satellite et la façon dont il a pu voir le jour, avec notamment un partenariat public-privé tout à fait exemplaire. Avec Citon 6, AlphaSat est le plus puissant satellite commercial de télécommunications jamais construit en Europe. Une mission basée sur Alphabus, une nouvelle plateforme satellite. Équipée des technologies les plus avancées, AlphaSat représente aussi un partenariat original entre l'Agence spatiale européenne et un opérateur satellite européen.
C'est la toute première fois que nous mettons en place un grand partenariat public-privé comme celui-ci. Et cela signifie que, pour la première fois, nous avons pu rassembler dans un seul et même programme les intérêts d'une agence publique, l'Agence spatiale européenne, avec les intérêts d'un opérateur commercial, Inmarsat. Ce partenariat profite à la fois à l'ESA et à Inmarsat. La mission AlphaSat permet à l'agence de tester sa nouvelle plateforme AlphaBus et de nouvelles technologies, et à l'opérateur d'étendre et améliorer son réseau de communication. Autre partenaire clé ici, avec au cœur du satellite cette plateforme AlphaBus, développée par un consortium entre Astrium et Thales Alenia Space, dans le cadre d'un contrat entre l'ESA et le CNES, l'agence française de l'espace. Le programme AlphaSat n'aurait pas eu lieu sans la direction visionnaire de l'ESA. Cela a commencé avant même que nous soyons impliqués, car ce satellite AlphaSat utilise pour la première fois AlphaBus, la plateforme sur laquelle repose la charge utile. AlphaBus a été un partenariat visionnaire entre l'ESA, le CNES, Astrium et Thales, ce qui a conduit à ce programme. Inmarsat a ses origines dans MAREX, l'Organisation européenne de communication maritime par satellite, programme conçu dans les années 80 par l'ESA pour fournir des liaisons vitales aux bateaux. Cela a été la base de ce qui est devenu le réseau global de communication mobile Inmarsat. L'ESA a ainsi aidé à semer les graines des activités actuelles des satellites de télécom et cette approche devrait se poursuivre pour que l'industrie européenne reste compétitive. Nous voulons bien sûr continuer à développer des partenariats publics-privés comme celui-ci, car cela nous permettra toujours de développer de nouvelles technologies et des solutions innovantes. Dans un même temps, cela nous permet d'être sûrs que celles-ci seront utilisées sur une base opérationnelle pendant toute la durée de vie des satellites. C'est une combinaison unique que nous pouvons obtenir seulement avec ce type de partenariat. AlphaSat est une formule gagnant-gagnant où les intérêts et les risques sont partagés entre secteurs publics et privés, un projet qui n'aurait pas existé sans un tel partenariat. Évoquons maintenant une des innovations majeures de la plateforme AlphaBus, la propulsion plasmique. Une technologie développée en secret dans les années 80 par les soviétiques et aujourd'hui produit par la SNECMA, ce système a déjà équipé la sonde lunaire Smart One. Et AlphaSat est équipé de 4 propulseurs plasmiques. Ces moteurs éjectent du xénon grâce à l'énergie électrique fournie par les panneaux solaires. On consomme 5 fois moins d'ergol. Mais tout de suite, nous allons retrouver Jean-Yves Le Gall, président du CNES. AlphaSat, c'est un projet qui est placé sous le signe de la coopération. Alors d'abord, le satellite AlphaSat proprement dit, eh bien, c'est la première utilisation de la plateforme AlphaBus et donc il y a une coopération entre l'Agence spatiale européenne et Inmarsat pour avoir développé ce satellite, l'avoir intégré dans un business model et maintenant l'avoir lancé. 3 coopérations entre, d'un côté, les agences et les industriels. D'abord, vous le savez, la plateforme AlphaBus d'AlphaSat, elle est née au CNES et ensuite le CNES et l'Agence spatiale européenne se sont associés pour travailler ensemble et pour développer cette plateforme. Deuxième coopération entre le CNES, l'Agence spatiale européenne d'un côté, et les maîtres d'œuvre industriels de l'autre, puisque Astrium et Thales Alenia Space ont travaillé en étroite concertation avec le CNES et l'ESA pour développer AlphaBus. Troisième coopération entre les 2 maîtres d'œuvre, puisque AlphaBus est vraiment un projet conjoint entre Astrium et Thales Alenia Space pour développer cette plateforme dont la première application c'est AlphaSat, mais qui en aura certainement bien d'autres, puisque AlphaBus aujourd'hui est la meilleure plateforme de télécommunication au monde, une plateforme qui a une capacité de croissance vers le haut, qui est moderne et qui utilise les derniers développements et qui, j'en suis sûr, connaîtra un très grand succès. Le lanceur est maintenant acquis par la station d'Ascension, petite île au milieu de l'océan Atlantique, à mi-chemin entre l'Amérique du Sud et l'Afrique. Sur AlphaSat, il y a 4 démonstrateurs technologiques, des démonstrateurs qui sont embarqués pour être testés. Ces démonstrateurs ont été construits et produits par le Portugal, l'Italie et l'Allemagne, notamment un senseur d'étoiles de haute technologie qui permet de se repérer dans l'espace. Et oui, des expériences vraiment high-tech qui sont sur AlphaSat. On va retrouver dans quelques instants
instants, eh bien, le PDG, on le voit à Jupiter d'ailleurs, Éric Béranger, le PDG d'Astrium Satellite, le constructeur d'AlphaSat. AlphaSat est tout à fait remarquable. Européen jusqu'au bout des ondes, ce programme est fondé sur un réel travail de collaboration. Mais AlphaSat se distingue aussi par une autre dimension spectaculaire en ce qu'il intègre 3 niveaux de réussite en un seul et même programme. Tout d'abord, l'innovation. AlphaSat s'appuie sur la technologie satellitaire la plus récente, avec par exemple les processeurs numériques les plus sophistiqués de chez Astrium, pour assurer une flexibilité sans précédent en matière d'allocation de fréquences, de spectres, de faisceaux ponctuels et de puissance électrique. Ensuite, la taille. AlphaSat, c'est un peu le A380 des télécommunications par satellite, sans autre équivalent nulle part au monde à ce jour. Enfin, sa capacité à construire l'avenir. AlphaSat embarque 4 charges utiles hébergées à son bord, surnommées démonstrateurs de technologie et fournis par l'ESA. Et Astrium est impliqué dans 3 de ces 4 démonstrateurs. J'aimerais remercier Inmarsat, l'ESA et les agences spatiales d'avoir fait confiance à Astrium pour concrétiser ce projet. Tout va bien pour Ariane 5 qui suit parfaitement la trajectoire prévue. Nous sommes déjà à une vitesse de plus de 8 km par seconde pour une altitude de plus de 171 km. Alors, nous allons dans quelques instants découvrir l'implication de Thales Alenia Space, puisque on a quand même une association d'Astrium, Thales Alenia Space, 2 des plus grands constructeurs européens dans ce projet AlphaSat. Et alors qu'à Jupiter, vous le voyez, tout le monde a l'œil aux aguets. Et Nathalie Smirnov, eh bien, c'est elle que nous allons découvrir dans le reportage qui va suivre, puisqu'elle va nous présenter eh bien, comment ça s'est passé du côté Thales Alenia Space pour ce magnifique satellite AlphaSat. C'est un honneur pour Thales Alenia Space que de faire partie de ce programme majeur, le programme AlphaSat, le plus gros satellite européen jamais construit. La plateforme AlphaBus est la plus puissante qui existe aujourd'hui et nous y avons contribué à hauteur de 50%. Le module de service a été intégré et testé sur notre site de Cannes. Nos équipes en France, en Belgique et en Italie ont déployé toute leur expertise pour la conception et la construction de la structure mécanique, du système de navigation et du système de propulsion électrique. En tant que responsable des systèmes de navigation, à savoir du contrôle d'attitude orbitale, de la gestion de données et des traitements à bord, nous avons développé le logiciel de vol et apporterons notre soutien lors des toutes premières opérations après la séparation. Thales Alenia Space a également contribué à la charge utile d'AlphaSat, notamment pour ce qui concerne la mission expérimentale en bande Q. Je souhaite remercier toutes celles et tous ceux qui ont travaillé sur le projet. Inmarsat pour leur soutien sans faille, l'ESA et le CNES pour leur soutien à l'industrie européenne, Astrium, notre partenaire industriel pour la plateforme AlphaBus, nos fournisseurs, sans oublier bien sûr tous mes collègues chez Thales Alenia Space qui ont travaillé sans relâche pour mener à bien ce programme plein de défis. Tout ceci n'est que le début d'un important voyage. Félicitations à toutes et à tous. Eh bien, tout se passe normalement et nominalement pour notre lanceur, mais je crois que tout de suite, nous allons voir un film de présentation du satellite InSat 3D et de son utilité pour le sous-continent indien qui en a bien besoin, notamment pour son agriculture. En Inde, où 70% de la population dépend directement ou indirectement de l'agriculture, la vie dépend du temps qu'il fait. Les catastrophes naturelles telles que cyclones, inondations, sécheresses, orages, glissements de terrain ont tous un impact direct sur la vie. Pour la première fois, InSat 3D va permettre d'observer précisément la température des mers et de surveiller d'autres phénomènes tels que le brouillard, feux de forêt, fumée
épaisseur du manteau neigeux, déplacement des polluants atmosphériques et divers paramètres météorologiques importants pour l'agriculture comme les rayonnements, la température à la surface de la Terre, etc. L'imager d'INSAT 3D permettra en outre une surveillance continue de différents paramètres tels que les vents atmosphériques, les précipitations, l'émission de rayons à grande longueur d'onde et le niveau d'humidité dans la couche supérieure de la troposphère. L'un des fiers que le système de traitement de données transmises par l'imageur et la sonde d'INSAT 3D ait été entièrement mis au point par le Centre d'application spatiale indien. Les données collectées par INSAT 3D seront récupérées par IMD à New Delhi et par Mossack à Ahmedabad, puis utilisées pour des applications sur le terrain ainsi que pour la recherche. INSAT 3D est le parfait exemple du génie industriel et scientifique indien qui réussit à mettre la technologie spatiale au service du développement du pays. Le lancement d'INSAT 3D est une étape majeure dans le programme spatial indien et va considérablement accroître nos capacités d'observation pour mieux comprendre et mieux prévoir le temps. L'ISRO fait partie des plus grandes agences spatiales mondiales. Installée à Bangalore, l'ISRO développe depuis 1969 de nombreux projets, tant au niveau des lanceurs que des satellites. Et tout de suite, on retrouve le PDG de l'agence indienne, M. Radhakrishnan. INSAT 3D est le nouveau satellite météorologique indien qui va être placé en orbite géostationnaire à la longitude de 82 degrés Est. Il va considérablement accroître les capacités d'observation météorologique de l'Inde. Nous disposons d'ores et déjà de 2 satellites qui nous fournissent des images depuis leur orbite géostationnaire. Ce sont les satellites Kalpana et INSAT 3A. Avec INSAT 3D, nous avons amélioré le système d'imagerie et nous allons maintenant pouvoir restituer des images dans la région infrarouge intermédiaire, ce qui va nous permettre de prendre des clichés de la couverture nuageuse pendant la nuit. Nous avons également apporté des modifications importantes au système d'imagerie infrarouge thermique afin d'évaluer avec une plus grande précision la température à la surface des océans, ce qui est nécessaire à l'établissement de prévisions météorologiques fiables. Mais l'équipement le plus important d'INSAT 3D, c'est son système de sonde atmosphérique qui va nous fournir des profils de température, des profils d'humidité et d'accumulation de gaz toxiques. Ces mesures seront effectuées à 22 niveaux d'altitude, allant de 1 km à 20 km. Tous ces profils seront disponibles toutes les heures pour les régions du sous-continent indien et seront également disponibles toutes les 6 heures pour la région de l'océan Indien. Ces avancées vont véritablement permettre au pays d'améliorer ses capacités à prévoir le temps et à lancer des alertes météorologiques. Enfin, INSAT 3D est équipé d'un transpondeur à l'intention des services de secours et également d'un transpondeur de données relais capable de collecter les informations à partir des plateformes météorologiques automatiques déployées à terre et dans les mers autour de nous. C'est désormais la station de Malindi au Kenya qui reçoit la télémesure du lanceur. Tout va bien pour Ariane 5 qui continue sa route dans l'espace.
L'étage supérieur cryotechnique va bientôt éteindre son moteur. La phase propulsée de la mission sera terminée. La phase balistique pourra alors commencer pour atteindre l'orbite de transfert géostationnaire. Eh bien oui, c'est un moment clé puisqu'effectivement, c'est l'extinction, c'est la fin de la phase propulsée et on va partir, on va rester après sur notre lancée et on va juste orienter un tout petit peu le lanceur comme il se doit. Vous voyez, le HM7B voilà, vient de s'éteindre et on va orienter. Maintenant, c'est la phase balistique qui démarre. On s'oriente pour séparer AlphaSat, premier passager. Les satellites sont encore accrochés au lanceur qui n'est plus composé que de l'étage supérieur et de la case à équipement. Et sur le périmètre extérieur du lanceur, il y a le système SCAR, Henri. Oui, le système de contrôle d'attitude et de roulis. Ce sont 14 tuyères alimentées avec de l'hydrazine. L'image de synthèse, on peut apercevoir des petits jets de tuyères intermittents comme des petits flashs. Mais tout de suite, nous nous interrompons pour l'actualité du spatial. Ce sont de courtes news, les news Arianespace. C'est le 25 juin 2013 que le 5e Soyouz, lancé depuis le centre spatial guyanais, a mis en orbite avec succès les 4 premiers satellites de la constellation O3B. Un projet qui réduira la fracture numérique sur les régions équatoriales en leur fournissant notamment un accès Internet très haut débit. La campagne de la prochaine Ariane 5 est en cours au CSG. VA215 doit emporter Eutelsat 25B SAIL 1 et GSAT 7. L'intégration du composite bas sera bientôt terminée. Le lancement est programmé fin août. Soyouz VS-06 emportera les 4 nouveaux satellites de la constellation O3B qui rejoindront les 4 premiers lancés en juin. Le lanceur est prêt, les satellites seront bientôt intégrés sur le disperseur pour un vol prévu fin septembre 2013. Suite au deuxième succès de Vega en mai dernier, les autorités techniques ont livré une analyse détaillée des paramètres de vol. Ces conclusions permettront d'améliorer et d'optimiser les performances du lanceur léger européen. 2 lancements Vega sont prévus en 2014. Et pour compléter ces news, ajoutons qu'après un voyage à la rencontre des clients indiens, Stéphane Israël, le PDG d'Arianespace, a visité les principaux clients et constructeurs de satellites américains comme Intelsat, Boeing, DirecTV, EchoStar ou SS Loral. Voilà, retour au direct et retour à notre vol 214 d'Ariane 5. Le satellite AlphaSat est posé sur son adaptateur, il est maintenu par une sangle. Un système pyrotechnique va permettre de relâcher la sangle sur commande de l'ordinateur de bord. Et aussitôt, eh bien, ce sont des ressorts qui étaient jusque-là comprimés, qui vont pouvoir se déployer librement et qui vont pouvoir bien pousser le satellite en l'éloignant tout simplement du lanceur. On va sans doute voir ces images sur nos images 3D qui sont conformes au programme de vol, pendant qu'ici à Jupiter... Séparation du satellite AlphaSat. Eh bien voilà, c'est annoncé par le DDO, c'est officiel, séparation d'AlphaSat. Vous le voyez, il vient d'être séparé du lanceur et il prend sa vie dans l'espace. Très belle animation 3D. Et bien évidemment, nos clients ici à Jupiter sont ravis. La vie en orbite de leur satellite vient de commencer. Dans quelques heures, AlphaSat déploiera ses panneaux solaires, puis il rejoindra l'orbite géostationnaire et sa position définitive pour être complètement opérationnel. Bien sûr, depuis cette séparation qui vient d'avoir lieu, eh bien tout de suite on est parti dans une autre phase d'orientation pour séparer le SILDA. Cela doit s'effectuer dans une direction qui l'éloigne des 2 satellites. Mais tout de suite en image, on est parti dans les locaux du CVI, le contrôle visuel immédiat. Le contrôle visuel immédiat, situé à la montagne des Pères, à Kourou, à 130 mètres d'altitude, le CVI reçoit l'ensemble des données de télémesure. Une partie de ces données est traitée en temps réel pour pouvoir justement connaître l'état du lanceur et sa situation dans l'espace. Le lanceur envoie en permanence toutes les données. Elles sont reçues par le réseau de stations Sol, donc la montagne des Pères à Kourou, Natal à l'extrême est du Brésil, Ascension, Libreville au Gabon et Malindi au Kenya. Et tout ce flux de télémesure, il est automatiquement retransmis au CVI à Kourou et les paramètres les plus significatifs, eh bien, ils sont immédiatement traités par le CVI qui les affiche en temps réel. Ce soir, cette équipe comprend des représentants du CNES, d'Astrium, d'Arianespace qui est dirigé par Antoine Courtois. Le SILDA
SILDA, le système de lancement double Ariane, va bientôt être séparé. Il sera découpé par un cordon pyrotechnique. La partie supérieure du SILDA sera éjectée grâce à 8 ressorts. Tout est prévu pour éviter de toucher le satellite qui se trouve en dessous. Ben bien sûr, car dessous, voyez, voilà le SILDA, cette grosse masse de carbone, cette enveloppe qui protégeait le deuxième passager, eh bien, on s'en est débarrassé. INSAT 3D est maintenant à la proue de ce qui reste de notre lanceur. Et ces images, eh bien, sont éloquentes avec la courbe illuminée de la Terre. Très, très belles images 3D. Maintenant, le lanceur s'oriente pour pouvoir séparer le passager bas. Rappelons qu'au moment de la séparation d'INSAT 3D, le lanceur aura atteint une altitude supérieure à 2000 km. Sa vitesse sera alors de à peu près 8 km/s. Cette séparation, donc, elle doit intervenir dans 3 minutes environ. En attendant, nous allons rejoindre en images nos clients indiens, des clients qui sont des habitués maintenant de la Guyane, et nous écoutons le directeur de la mission satellite, S.C. Rastogi. INSAT 3D embarque divers instruments environnementaux. Il permet d'observer l'environnement terrestre pour mieux suivre en temps réel les ouragans, tempêtes et autres perturbations et ainsi protéger biens matériels et vies humaines. En assurant une surveillance de l'atmosphère terrestre, la température et autres paramètres environnementaux, INSAT 3D est au service du peuple indien. Le satellite est arrivé le 11 juin à Kourou, où se sont ensuite déroulées les activités suivantes. Vérification de la charge utile, chargement en propergol, assemblage avec le lanceur. Tout au long de ces opérations, nous avons bénéficié d'une excellente collaboration de la part des équipes du CSG et d'Ariane, et ils nous ont permis de réaliser toutes les tâches dans les délais impartis. Pour ISRO, ce sera le 16e satellite lancé à partir de la Guyane française. Nous avons donc une longue série de lancements à notre actif à Kourou, et à chaque fois, nous avons pu constater que les performances du lanceur ne cessaient de s'améliorer. Nous espérons donc que cette relation entre ISRO et Ariane pourra continuer ainsi à l'avenir. Pour rappel, nous allons retrouver nos amis indiens très bientôt puisque dans un mois, le prochain vol d'Ariane 5 embarquera à son bord un autre satellite indien, GSAT-7, un satellite dédié aux télécommunications multibandes. Eh bien oui, ils y prennent goût à la Guyane, les Indiens. En 30 ans de collaboration ininterrompue, eh bien, les équipes indiennes et celles d'Ariane Espace ont vraiment appris à travailler ensemble. Pour faire d'ailleurs un peu d'histoire, on peut rappeler que la France a participé à la construction de la rampe de lancement spatial à Sriharikota sur la côte est de l'Inde. Depuis les années 1990, le CNES, l'agence spatiale française, collabore avec l'ISRO, l'agence spatiale indienne. 2 satellites franco-indiens ont été lancés sur un lanceur indien, le PSLV, depuis la base de Sriharikota. Megatropix, c'était en 2011, et aussi Saral, et c'était il n'y a pas longtemps, puisque c'était en février 2013. Donc on attend d'ici quelques instants la séparation d'INSAT 3D. On voit que S.C. Rastogi, il est vraiment là, il est dans l'image, il est en train de regarder l'écran tout en haut à Jupiter. C'est fait, voilà, c'est fait, c'est officiel, c'est annoncé. 56e, un succès d'affilée pour Ariane 5. Des clients heureux, des clients satisfaits, des visages épanouis, tant mieux. Plusieurs mois de travail sur leur projet de satellite et voilà le satellite qui prend sa vie dans l'espace, INSAT 3D. Encore un succès pour Ariane Espace avec ce 70e lancement d'une Ariane 5. Ariane Espace, eh bien Henri, on peut le dire, c'est vraiment la référence du transport spatial commercial dans le monde. Tout à fait. Et je voudrais dire un grand bravo à tous les acteurs de ce vol. Cette réussite, c'est le résultat du travail des équipes. Merci à tous les opérationnels. Bien évidemment, on y associe tous les partenaires d'Ariane Espace en Guyane et bien sûr en Europe, tous les prestataires et tous ceux, femmes et hommes, qui travaillent ici en amont sur la préparation des lancements. Eh bien oui, on va en profiter de cette réussite avec ces visages qui sourient. Pour rappel, on peut dire quand même que les 3 derniers vols depuis le centre spatial guyanais, c'est-à-dire depuis ici le port spatial de l'Europe, eh bien ils ont été des succès pour chacun des 3 lanceurs de la gamme Ariane Espace. Oui, Vega début mai, puis en juin, le 4e vol de l'ATV sur une Ariane 5 en version EPS,
suivi quelques jours plus tard du 5e vol Soyouz depuis la Guyane. Eh bien oui, la gamme Arianespace s'affirme, la gamme s'impose, un lanceur lourd, un lanceur moyen, un lanceur léger, et tout ça, eh bien c'est avant tout, excusez-moi, pour être plus réactif face aux demandes des clients. Merci d'ailleurs à nos clients, ils ont bien eu raison de faire appel à Arianespace. Fiabilité, compétitivité, disponibilité, eh bien voilà pourquoi Luca Chiecchio embrasse ses hugs avec son ami indien. Voilà pourquoi Arianespace possède aujourd'hui eh bien, le plus gros carnet de commandes de l'industrie spatiale. Il n'y a pas de secret dans tout ça. Dans quelques instants, je pense qu'on va pouvoir avoir des images de ce lancement. C'était il y a un peu plus d'une demi-heure, ici, depuis la base du centre spatial guyanais, alors que véritablement, là, il est très content, il est heureux. Et ça fait plaisir. Avoir des clients heureux, c'est tout ce qu'on demande. Et oui, tout à fait. Ici, à Jupiter 2, toutes les équipes se congratulent et c'est vraiment la joie générale. Alors, rappelons qu'il y a ces derniers mois, en fait, nous avons vu la gamme complète d'Arianespace. Ben oui, vous l'avez dit, donc en mai c'était Vega, 4e vol de la TV avec le cargo Albert Einstein, ça c'était en juin. Le même mois, il y a eu le 5e vol Soyouz depuis la Guyane pour la constellation, c'était O3B. Et en fait, enfin, pour terminer, nous avons ce vol réussi aujourd'hui d'une Ariane 5 ECA, en version ECA. Oui, effectivement, on est passé par toute la gamme avec les 2 versions d'Ariane 5. Eh bien aujourd'hui, c'est un jour heureux, un jour ensoleillé à Kourou, et j'espère que vous avez profité de ces belles images où que vous soyez et où que vous nous écoutiez dans le monde. En tout cas, ici, c'était, je vous l'ai déjà dit, le 70e lancement d'une Ariane 5 et le 56e succès d'affilée pour ce lanceur qui est vraiment un lanceur hors pair, qui est un lanceur formidable, qui est le cheval de bataille, on peut dire, d'Ariane 5, et qui est le leader de cette gamme, donc qui comprend Ariane 5, qui comprend le lanceur Soyouz, le lanceur mythique russe qu'on a fait venir ici sur la base en Guyane, et puis le tout dernier, le petit Vega. Le petit dernier Vega. Qui promet, mais il a fait que de... Voilà. Et nous revoyons en image de décollage magnifique, 2 jours, ce qui est assez rare, oui. Ce qui est assez rare. Et on a pu suivre le vol de notre Ariane 5 pratiquement jusqu'à la séparation des EAP, jusque vers 2 minutes et demie, 3 minutes, car effectivement, c'est assez rare de pouvoir la suivre comme ça 2 jours. Il y avait des nuages, mais on a pu continuer à la voir à l'œil nu. Et on très ne se lasse belles pas images. de voir ces images, oui. Elles sont vraiment magnifiques. Et puis on a cette découpe de silhouette qu'on n'a pas dans les images des lancements de nuit, hein, qui est très très belle là, avant évidemment que les nuages gâchent un petit peu nos images. Ils étaient là, ils ont bien le droit d'être là dans le ciel. Dans quelques instants, je pense on va avoir... mais tout le monde, personne n'est pressé là visiblement d'aller faire les déclarations officielles. Pourtant il y a un ministre anglais dans la salle. Si je vois Stéphane Israël, il est là. Voilà. Ladies and gentlemen, distinguished customers and Mesdames guests, et messieurs, chers clients, chers invités, je suis heureux de vous confirmer qu'aujourd'hui, la mission de lancement Arianespace est un succès total. Nous avons déployé AlphaSat et InSat 3D sur leurs orbites de transfert géostationnaire. Félicitations aux équipes d'Arianespace pour ce lancement parfait. Il s'agissait de la 70e Ariane 5, construite par les différents opérateurs européens, dont Astrium comme premier contractant. C'était le 56e vol réussi pour Ariane 5, ce qui est encore un jalon dans notre partenariat entre institutions et industrie, une coopération établie pour garantir à l'Europe un accès à l'espace et pour fournir à nos clients les solutions de lancement les plus fiables. Une fois encore,
Ariane 5 a fait la preuve de sa disponibilité et de sa fiabilité. Elle établit les standards les plus élevés dans le secteur du lancement de satellites. Je suis heureux que ce lancement ait bénéficié à deux de nos meilleurs clients, Inmarsat et l'ISRO, qui ont tous deux choisi Ariane Espace la même année, en 81, et dont les programmes partagent beaucoup de nos valeurs. AlphaSat, comme Ariane 5, est l'un des meilleurs exemples de la technologie que nous réussissons à mener à bien en Europe grâce à un partenariat public-privé. C'est le plus gros satellite jamais construit en Europe et c'est le résultat de la coopération entre Inmarsat et l'ESA. Ils ont choisi Alphabus, une nouvelle plateforme développée conjointement par Astrium et Thales Alenia Space, avec le soutien de l'ESA et du CNES, afin de donner une réponse européenne à la demande croissante en télécommunications par satellite. Je voulais remercier Inmarsat, représenté ce soir par M. Rupert Pierce, qui est directeur général et qui a fait confiance à Ariane Espace pour le lancement de ce soir. C'est la 8e fois que nous lançons un satellite pour Inmarsat depuis 1981. C'est un véritable plaisir que d'accueillir de nouveau Inmarsat en Guyane française et d'accueillir Rupert parmi nous ce soir. Je voulais également remercier l'Agence spatiale européenne et son directeur Jean-Jacques Dordain et Magali Vessière, responsable des télécommunications. Je voulais les remercier pour l'implication de l'ESA dans ce programme difficile, tant au niveau du satellite qu'au niveau du véhicule de lancement. Par ailleurs, permettez-moi de dire à Monsieur le ministre britannique pour l'Université et les sciences, Monsieur David Willits, que sa présence ce soir au CSG est un immense honneur pour nous tous. Au nom d'Ariane Espace, je voulais exprimer ma gratitude au Royaume-Uni pour son implication tout à fait significative dans le programme Alphabus, AlphaSat, et plus généralement, je voulais les remercier pour leur contribution croissante au programme spatial européen. Comme je le disais tout à l'heure, nous avons beaucoup en commun avec les deux programmes qui ont été impliqués dans la mission de ce soir. Ceci est également vrai pour INSAT 3D. INSAT 3D est le 16e satellite lancé par Ariane Space pour l'ISRO. Cette coopération remonte au tout début de l'aventure Ariane avec Apple, satellite qui a été lancé en juin 81 sur la toute première Ariane. Cela représente plus de 30 ans de relations ininterrompues entre Ariane Espace et l'ISRO. Il est peu de couples qui peuvent se réjouir d'une telle durée. Ce lancement est encore un succès pour l'ISRO et un autre satellite est en cours de préparation ici en Guyane. Il est prévu de voler à la fin août, encore une fois sur un lanceur Ariane 5. Donc, une fois encore, permettez-moi d'exprimer ma gratitude au Dr Radhakrishnan, le président de l'ISRO, pour cette coopération continue, et au Dr Shiva Kumar, directeur du centre satellite de l'ISRO, pour sa présence parmi nous ce soir. Ces relations excellentes entre Ariane Espace et l'ISRO se déroulent dans le contexte d'une coopération ambitieuse entre la France, l'Europe et l'Inde dans le domaine de l'espace. C'est la raison pour laquelle je souhaite remercier l'ISRO féliciter l'ISRO pour leur lanceur et pour le succès de leur lanceur. Je sais que l'ISRO est en train de préparer un lancement avec leur GSLV et je vous souhaite le meilleur pour ce lancement. Maintenant, j'aimerais ajouter qu'Ariane Espace fait tout ce qu'elle peut pour, dans ses missions, améliorer la vie des hommes et des femmes sur la Terre. Ces deux charges utiles que nous avons lancées ce soir sont symboliques de cela. Bien entendu, AlphaSat va améliorer les capacités
de transport de voix, de données et d'images pour répondre aux pics de demande que l'on constate lors de la gestion de crises humanitaires ou de la gestion de catastrophes naturelles. INSAT 3D inclut également 2 charges utiles pour prévenir les cyclones et pour aider les équipes de secours, ce qui va permettre d'améliorer les prédictions de catastrophes climatiques en Inde. Ce soir, nous avons réussi notre examen avec Ariane 5, mais vous savez que le mois de juillet est également un mois très spécial pour les jeunes étudiants de 18 ans en France qui passent leur bac avant d'entrer à l'université. Je voulais féliciter Caroline Hourier qui a réussi avec une moyenne de 21 sur 20, ce qui est assez exceptionnel. Elle est première au baccalauréat en France et Arianespace l'a donc conviée à venir assister à ce lancement. Caroline a émis le désir de travailler dans le secteur de l'espace à la suite de ses études et c'est la raison pour laquelle elle est avec nous ce soir. Elle est le symbole de l'excellence que toutes les équipes d'Ariane, où qu'elles soient, en Europe ou en Guyane française, essayent d'atteindre lorsqu'ils construisent une Ariane 5 opérationnelle au bénéfice de nos clients à qui je vais maintenant passer la parole. Je vous remercie. Merci beaucoup. C'est un privilège pour moi d'être avec vous ce soir. Au nom du gouvernement britannique, j'aimerais féliciter les différents intervenants qui ont pris part à cette réussite, l'ISA, le CNS, le CNES et Arianespace, pour ce lancement tout à fait exceptionnel. J'aimerais aussi féliciter les équipes de ADS, d'Astrium, à Portsmouth, c'est-à-dire que c'est très proche de ma base électorale en Angleterre, et aussi, bien entendu, Inmarsat, qui sont basés à Londres et qui ont été à la pointe de ce programme et l'ont mené avec grande maestrie. J'ai un certain nombre des amis de l'ISRO à Bangalore que j'aimerais aussi féliciter et remercier de leur participation. C'est le premier satellite que je vois lancé, et c'est pour moi le premier lancement, et c'était très intéressant de voir toute la précision cartésienne qu'on peut attendre des ingénieurs et savants français, et j'aimerais remercier et féliciter le CNES et l'ESA pour cela. Mais pour moi, il y a eu ce moment passionnant où on a passé les portes pour aller à la terrasse et voir cette fusée s'élever dans le ciel. C'est un moment très excitant. L'espace, c'est un domaine auquel le gouvernement britannique est vraiment décidé à soutenir, et vous pouvez croire que ce sera le cas avant, et l'agence spatiale britannique a joué un rôle très important dans ce lancement et dans cette aventure, et nous serons à nouveau impliqués dans de nouvelles aventures à l'avenir, et je serai heureux d'assister à de nouveaux lancements réussis à l'avenir. Merci David pour ces mots très gentils après cet événement extraordinaire. Ça a été très spectaculaire. Je voulais dire que nous avons été décrits comme étant une entreprise britannique loyale basée à Londres, mais et en Grande-Bretagne, ce bébé n'est sans doute pas le plus important aujourd'hui, mais nous sommes très fiers d'avoir réussi à mettre AlphaSat en orbite. AlphaSat, qui est le satellite de télécommunication le plus sophistiqué, le plus grand jamais construit en Europe, qui témoigne de la créativité, du talent
et de l'innovation des agences spatiales européennes, de nos gouvernements et du secteur spatial européen en général. Donc l'avenir est devant nous. AlphaSat est en train de passer au-dessus de l'Afrique et va fournir des solutions et des services très innovantes dans des régions du monde qui sont pour l'instant non connectées et qui ont véritablement besoin de ces solutions. C'est la raison pour laquelle AlphaSat aura la fierté de les servir pour les 30 années à venir. Je sais que j'ai déjà assisté à beaucoup de lancements, mais vraiment, ça ne perd rien de sa magie et être là, assister à cela en direct était très impressionnant. Je souhaite féliciter encore toutes les équipes d'Arianespace. Je vous remercie pour ce lancement très réussi. Je suis désolée que nous n'ayons pas été ici plus régulièrement, mais je peux vous dire que nous reviendrons. Je voulais également remercier tous nos ingénieurs chez Inmarsat. Sans leur travail, sans leur implication, AlphaSat ne serait jamais resté qu'un concept. Je souhaite également remercier nos partenaires de l'ESA. Ce partenariat est le meilleur exemple de ce que nous pouvons faire en Europe quand nous travaillons ensemble. Et je ne peux clore ce discours sans remercier Astrium et Thales pour avoir construit ce magnifique satellite, le plus grand jamais construit en Europe, et de nous avoir fourni cette plateforme pour qui assure que ce satellite sera le plus agile sur la planète. Enfin, n'oublions pas la Banque de développement européenne, l'Agence spatiale britannique et autres agences spatiales européennes qui ont toutes joué un rôle crucial dans le développement d'AlphaSat. Et bien entendu, le lancement n'est que le début du périple d'AlphaSat. Je peux vous dire que mes collègues ont déjà acquis le premier signal du satellite et que nous allons maintenant commencer le déploiement des panneaux solaires, puis nous allons avoir les premières mises à feu afin que AlphaSat rejoigne son orbite. Donc si tout se passe comme prévu, AlphaSat sera configuré et pointé vers la Terre à partir du 4 août. Félicitations encore à tous et à toutes. Merci. Mr. Minister, dear colleagues, dear friends, chers collègues, chers amis, je reprendrai encore l'image du nouveau bébé. Il n'est pas royal, mais en tout cas bien plus gros que le bébé de Sa Majesté. Et je peux vous assurer qu'il y a eu plusieurs pères derrière cette affaire. En tout cas, les premières nouvelles du bébé qu'on a pu recevoir sont bonnes. Les premières nouvelles sont arrivées de Pékin, Beijing. Il semblerait que le bébé se porte très bien, même s'il lui reste à passer encore un certain nombre de caps avant d'être couronné roi des télécommunications, si je peux dire. À ce stade, j'aimerais remercier Arianespace, car pour vous, on peut dire que le travail est derrière vous, même si pour d'autres, les tâches commence. Donc, j'aimerais vous remercier de ce merveilleux et très efficace lancement. Vous savez que l'ESA a placé toute sa confiance dans Arianespace, et quand je dis pleinement, je dirais 200%, à 200%, car il y a 100% dans le sens où on demande à Arianespace d'exploiter les lanceurs développés par l'ESA, et 100% parce que nous utilisons aussi Arianespace à chaque fois que nous avons une mission, y compris même lorsque l'ESA travaille avec un partenaire, car nous avons réussi à mettre Ariane sur Ariane, AlphaSat aujourd'hui sur une Ariane encore, et le prochain, l'AG1, ce sera aussi une Ariane. Donc, je ne dis pas que c'est non naturel, mais c'est un fait. Les choses sont ainsi. Ce qui veut dire que l'ESA est très fidèle à Arianespace, mais aussi reconnaissant à Arianespace. La fiabilité d'Arianespace est fondée tout d'abord sur la fiabilité
de l'industrie aérospatiale européenne. On ne pourrait pas avoir de lanceur fiable sans une industrie derrière. Et avec la Astrium aussi, qui joue une grande part, mais aussi la fiabilité du CNES. Et toutes les industries impliquées pour la gestion des installations au sol, tout cela combiné avec une base de lancement fiable, un lanceur fiable. Voilà le résultat. Donc merci à tous pour ce très beau lancement. C'est toujours un événement plein d'émotions. J'aimerais aussi un soulagement quand on sait que c'est une réussite. C'est un bon départ, mais ce n'est que le premier pas d'un long voyage, car pour l'industrie des satellites, c'est le début de la démonstration concrète du niveau d'innovation et de compétitivité dont ils peuvent faire preuve. Et c'est pour nous, pour l'ESA, le début de la qualification en orbite de nouvelles technologies qui seront utilisées par la suite pour des missions opérationnelles. Et pour Inmarsat, c'est aussi le début des opérations et de l'exploitation de ce nouveau satellite qui, et là je cite Rupert, qui disait ce matin, AlphaSat c'est le satellite le plus puissant et le plus efficace pour les communications mobiles. Donc merci et je me permettrai de réutiliser cette citation de votre part. Je le disais ce matin, c'est un changement de paradigme pour l'ESA, AlphaSat. Et avec cet héritage, il y a aussi des leçons qu'on pourra tirer pour s'améliorer par la suite. Et nous allons développer d'autres partenariats dans le champ des télécommunications. Nous sommes à la fin du développement de l'AG1 avec Hispasat et AG1 doit être lancé l'année prochaine sur une Ariane 5. Vous le savez, l'AG1 est sous la direction des Allemands. Aujourd'hui, on parle de France et du Royaume-Uni, mais il faut savoir que l'année prochaine, on parlera de l'Allemagne qui sera donc aux manettes. Ensuite, il y a les projets avec les terminaux laser qui est monté sur AlphaSat et qui permettra d'introduire un autre changement de paradigme dans la manière dont on exploitera nos satellites à l'avenir et donc on pourra fournir des données d'observation de la Terre en temps réel ou presque. Ensuite, il y a une nouvelle génération de plateformes de télécommunications qui sera basée sur un accord encore plus efficace entre l'ESA, le CNES, Thales et Astrium. Et puis l'Alphabus, que l'on améliorera encore. On aura Vectra, qui sera une amélioration de la plateforme actuelle à travers une propulsion électrique en partenariat avec les SOS et sous l'égide de l'Allemagne, encore une fois. Et ensuite, j'espère, Monsieur le Ministre, qu'on aura Hercule, qui serait la seconde application utilisant la plateforme Alphabus. Plateforme qui est un projet sur lequel on travaille actuellement avec nos partenaires et homologues britanniques. Comme vous le voyez, on va avoir beaucoup d'occasions de revenir ici pour ce type d'événement à Kourou, pour toutes ces missions qui restent à venir. J'aimerais donc remercier tous ceux qui ont accorder leur confiance à l'ESA pour ces projets. C'est un bon endroit pour investir pour l'innovation et la compétitivité. Et parmi ceux qui ont donné confiance, je commencerai par les États membres, et je dirais essentiellement aujourd'hui c'est la France et le Royaume-Uni. L'année prochaine, bien sûr, je pourrais parler de l'Allemagne pour démontrer que nous avons beaucoup de supporters à l'ESA. Et pour parler du Royaume-Uni, j'aimerais vraiment, Monsieur le Ministre, vous remercier d'être avec nous ce soir. Je sais que votre calendrier est bien occupé, mais votre présence témoigne de toute la confiance que vous accordez et de l'intérêt que vous accordez à nos travaux et nous sommes très reconnaissants de cela. Mes collègues et moi-même, nous trouvons votre présence très précieuse et vous serez la bienvenue à tout moment à Kourou. Vous êtes au bon moment, au bon endroit et vous démontrez que l'Europe peut se placer très haut dans le ciel. J'aimerais aussi remercier les partenaires qui
choisissent l'ESA dans l'industrie spatiale, mais aussi d'autres, Inmarsat. Et oui, je pense que l'ESA est un partenaire fiable. Vous pouvez compter sur nous, qui est toujours là pour assurer les résultats et qui peut-être il y a la difficulté de prendre des décisions à l'ESA. Je l'ai dit souvent, c'est difficile de lancer un programme à l'ESA, mais c'est encore plus difficile de l'arrêter, ce qui veut dire que du coup l'ESA est le partenaire le plus fiable au monde. Donc ça, on le doit aux États membres, mais aussi aux collaborateurs de l'ESA, ceux qui travaillent au quotidien à l'ESA, mais ceux qui travaillent avec nous aussi, nos partenaires. Donc, remerciements à tous. Vous avez vraiment su faire quelque chose de grand aujourd'hui et nous continuerons à l'avenir. Merci. Au nom de l'ISRO, l'agence spatiale indienne, je souhaite féliciter Arianespace pour le succès de la mission Ariane VA214 qui a permis la mise en orbite de transferts géosynchronisés d'INSAT 3D et d'AlphaSat. Ce succès marque une étape importante dans la relation de confiance qui existe depuis longtemps entre l'ISRO et Arianespace. Je suis heureux de vous annoncer que notre site de Hassan, ici en Inde, a déjà reçu le signal d'INSAT 3D. Dans les 4 prochains jours, nous allons effectuer 3 manœuvres orbitales critiques depuis notre site de Hassan. Ensuite, nous allons positionner INSAT 3D sur son orbite géostationnaire. C'est dans 2 semaines qu'INSAT 3D va rejoindre sa position définitive à la longitude de 82 degrés Est. C'est à partir de ce moment-là que nous pourrons commencer à tester notre satellite. Nous sommes impatients de vérifier les excellentes performances opérationnelles d'INSAT 3D qui, pour les 7 années à venir, va transformer la vie des professionnels des prévisions météorologiques et de l'organisation des secours partout dans notre pays. Je profite de l'occasion qui m'est donnée pour remercier toutes les équipes de l'ISRO qui ont travaillé sans relâche à la mise au point de ce satellite. Avec les services météorologiques indiens, nous allons faire bon usage des capacités d'INSAT 3D au service de notre pays et de notre population. Merci. Good evening, ladies and gentlemen. Bonsoir, mesdames et messieurs. Au nom de l'Agence spatiale indienne, au nom du directeur de l'ISRO et en notre nom à tous ceux qui ont participé à ce lancement, nous souhaitons remercier Arianespace pour ce très beau lancement. Tout a très bien fonctionné pour nous et comme vous le disait notre président directeur général, nous avons déjà fait l'acquisition du premier signal de notre satellite. Maintenant, nous allons poursuivre nos opérations et notre mission en orbite géostationnaire. Cette expérience de travail avec Arianespace est toujours et comme d'habitude extraordinaire. Comme le disait le président d'Arianespace, cela fait très longtemps que nous coopérons et que nous avons un partenariat
qui est exceptionnel. Nous sommes maintenant impatients de passer au lancement suivant. Et tout ce que je souhaitais vous dire, c'est que tout va bien pour l'ISRO et je souhaitais féliciter évidemment nos collègues d'Inmarsat pour ce très beau lancement également. Tout a bien commencé. INSAT 3D va nous permettre d'atteindre nos objectifs à l'échelle nationale et sur toute la durée de la vie du satellite. Donc encore, merci à tous et nous sommes impatients de revenir très bientôt. Mr. Minister, dear Indian colleagues, je vais parler français, si vous me le permettez, pour dire simplement quelques petites choses. La première, évidemment, féliciter l'ensemble des partenaires du programme AlphaSat, AlphaBus, et dire, comme l'a dit Jean-Jacques Dordain, et comme l'ont dit plusieurs interlocuteurs au cours de cette journée, la coopération, ça marche, la coopération entre l'ESA et le CNES, la coopération entre Astrium et Alcatel, décidément, et Thales Alenia Space, pardon, ça fait deux fois que je fais le même lapsus dans la même journée. Donc cette coopération marche et elle va marcher, comme nous l'a dit Jean-Jacques Dordain, encore plus, encore mieux pour le futur avec Neosat, et nous nous y employons donc, pour préparer la plateforme du futur dans le cœur de gamme entre 3 et 6 tonnes de masse de satellite. Merci encore à nos collègues de l'ISRO d'avoir fait confiance à Ariane et à Arianespace pour la 16e fois, si j'ai bien compté, comme ça a été dit. Merci à l'ISRO pour cette coopération que nous avons entre agences avec le CNES sur des satellites de météorologie ou de sonographie. Merci évidemment à Ariane. Merci à Ariane et donc à toute la communauté industrielle Ariane. 70e Ariane 5 aujourd'hui, 56 vols consécutifs réussis. C'est un beau palmarès. Donc nous croyons à Ariane, nous croyons à sa suite, nous croyons à son développement et nous y travaillons tous de tout cœur et avec la plus grande motivation comme ça a déjà été tout à l'heure souligné par Jean-Jacques. Et puis enfin, merci au CSG. Merci au CSG. Nous venons de faire ici au Centre spatial guyanais 3 lancements en 2 mois. 2 Ariane 5 et 1 Soyouz. 3 missions complètement différentes. Le lancement de la TV, le lancement des O3B avec le Soyouz. Et aujourd'hui, donc, ce lancement AlphaSat, INSAT 3D. Donc, belle performance des équipes d'Arianespace, des équipes du CNES, des équipes de toute l'industrie, donc de la base, des industries sol, qui sont présentes, certains d'entre eux, dans la salle. J'en ai reconnu certains. Et puis, merci enfin à la Guyane. Donc, je salue Monsieur le préfet de Guyane, Madame la députée, Mesdames et Messieurs les élus, tous nos invités guyanais qui nous suivent fidèlement à l'occasion de ces différents lancements et qui nous permettent effectivement de réaliser ces beaux exploits qui ne sont pas uniquement technologiques, mais d'abord et avant tout des exploits humains, et la Guyane et les Guyanais en font évidemment entièrement partie. Voilà, merci à toutes et à tous de ce beau succès. Je crois que nous avons bien mérité de le fêter ensemble, et je suppose que c'est maintenant prévu, mais c'est à Stéphane de nous le proposer. Mon cher Stéphane. Absolument, mais quelques mots en guise de conclusion. Nous allons évidemment retrouver l'ISRO. Le prochain lancement est prévu en août. La date cible à la date d'aujourd'hui est le 29 et nous aurons à bord JSAT-7. JSAT-7 est déjà arrivé ici au CSG et tout se déroule normalement. L'autre passager sera SR1, Eutelsat, donc un satellite Eutelsat et SLSat, un nouvel entrant dans notre communauté. Ce nouvel entrant nous arrive du Qatar et nous sommes très fiers de les accueillir au mois d'août. Donc encore merci à tous et à toutes et je vous souhaite une très belle soirée. Au revoir. Et pour terminer, je voudrais remercier toutes les personnes qui ont rendu possible cette vidéotransmission, Manuel de Oliveira, le réalisateur, et toute l'équipe de Guyane Première. Merci à toi, Pierre.
Ben merci Henri. Alors c'était comment cette deuxième vidéotransmission en tant que commentateur journaliste? C'était encore une très bonne expérience et très heureux de l'avoir réalisée avec toi. Merci Henri, en tout cas, j'espère qu'on se retrouvera bientôt pour une autre fois et un autre succès. En tout cas, on va remercier bien évidemment Marie-Aline Bourdon qui a supervisé toute cette retransmission, toute cette vidéotransmission. Nous lui disons au passage d'ailleurs Happy Birthday. Oui, on se retrouvera donc très bientôt pour le prochain lancement, comme vient de l'annoncer Stéphane Israël. Et c'est sur ces images magnifiques, des couleurs superbes, que nous nous disons au revoir. Merci à tous de nous avoir suivis. Au revoir et à très bientôt.